911, quelle urgence? Je travaille pour une entreprise et nous n'avons pas eu de nouvelles. Pas d'appel d'un employé. Nous venons juste d'entrer, son mari et moi, et il y a du sang dans le vestibule, Mhm. et on dirait qu'il s'est peut-être passé quelque chose. Vous êtes ici avec le mari? Je suis avec le mari, oui. C'est un beau matin de mai 2001 et complètement à l'improviste, une femme est assassinée chez elle dans sa propre maison. Était-ce un cambriolage qui a mal tourné? Était-ce un crime passionnel? Personne ne connaîtrait vraiment la réponse pendant près de 25 ans. Vous avez dit que des choses avaient été renversées? Oui. J'ai trouvé du sang dans le vestibule et des objets renversés. Il y a du sang tout le long du mur. Du sang éclaboussé. Il y a beaucoup de sang. Alors, je me dis, d'accord, il s'est passé quelque chose ici. Chevy Chase est une communauté très huppée et aisée. C'est un endroit où il n'arrive jamais rien de mal. Classe aisée, magnifique. Tout le monde connaissait tout le monde et c'était absolument magnifique. C'était un endroit remarquable pour grandir. On se sentait en sécurité tout le temps. Cette région est connue pour sa faible criminalité, ce qui est un atout majeur pour les gens. Donc, une affaire comme celle-ci, comme tu peux l'imaginer, a été incroyablement choquante. Vous avez ce quartier idyllique qui borde Washington, district de Columbia, et c'est ici que Leslie Prieur et son mari Carl, connus sous le nom de Sandy, ont élevé leur fille Lorraine. Leslie était une femme douce, gentille et merveilleuse, dotée d'un charme du Sud. Elle était vraiment formidable. Leslie Prieur avait environ 50 ans. Leslie était belle, elle était chaleureuse, magnétique. Les gens décrivaient Leslie comme très généreuse et ouverte. Carl Prieur, que l'on appelait Sandy, est le mari de Leslie depuis très longtemps. Ils ont été mariés pendant presque 30 ans et il était également connu pour être très chaleureux, très dévoué à sa famille, passant beaucoup de temps avec sa femme et sa fille. Lorraine Prieur est la fille, l'unique enfant de Leslie Prieur et Sandy Prieur. Toute la journée, Leslie ne parlait que de Lorraine, où elle allait, ce qu'elle faisait. Il se vantait de sa fille. Mais ce qui aurait dû être un simple mercredi matin ordinaire en mai 2001 pour une raison inconnue, Leslie Prieur ne se présente pas au travail. Elle n'est pas là à 10h15 ni à 10h20, puis il était 10h30. Et j'ai demandé à l'une des réceptionnistes, Diane, j'ai dit, appelle la maison et vois si tu as une réponse. Et elle a dit, Brett, il n'y a pas de réponse. Il était maintenant environ 10h40, 10h45, et là je commençais à m'inquiéter un peu. Son patron a appelé son mari et sa fille pour comprendre son absence au travail. Et personne ne pouvait comprendre ce qui se passait. Il trouvait ça étrange. J'ai dit à Sandy, mais pourquoi n'irions-nous pas là-bas? Je vais conduire jusqu'à cette maison et je vais probablement trouver quelque chose. Et il dit, je vais y aller aussi. Et Sandy et moi sommes entrés dans cette maison. Tout de suite, à droite du vestibule, j'ai vu du sang. Et j'ai vu des tables renversées et des jeux étaient renversés par terre. Donc, d'accord, il se passe quelque chose ici. Il est monté à l'étage pour chercher Leslie et il est revenu très vite. Peut-être 30 secondes d'après ce dont je me souviens, puis il est redescendu. Et puis nous sommes allés vers l'arrière, vers la cuisine, et j'ai dit « Regarde ça, Sandy, la cuisine est pleine de sang !» C'était une vraie lutte. La porte de la cuisine était aussi entr'ouverte. Et au-dessus du sang, il y avait du sang étalé, comme si quelqu'un avait essayé de le nettoyer. À ce moment-là, j'ai su qu'il y avait eu acte criminel. J'ai dit, Sandy, je pense qu'on devrait appeler le 911.
Est-ce que je peux vous demander de sortir de la maison? Bien sûr. D'accord, nous avons passé l'appel et il devrait être en route. J'ai demandé à Sandy. Quand nous sommes sortis et que nous attendions la police, tu sais, tu es monté à l'étage très rapidement. Et il a dit « Oh, mais je n'ai pas vérifié la salle de bain. » Ça n'avait pas de sens pour moi. Il n'a pas vérifié la salle de bain. Un agent en uniforme est arrivé et est monté à l'étage dans la chambre principale. Elle a été retrouvée dans une douche, victime d'une agression violente, et elle était morte. Ce type soulève son corps, l'emmène à l'étage, dans la douche, et lui fait couler de l'eau bouillante dessus. Elle a eu des brûlures au 1er ou au 3e degré. Sur elle, là où l'eau la touchait, évidemment, il essayait de laver toute trace d'acide désoxyribonucléique. Il sait à ce moment-là. Il a son sang, des choses partout. Il doit tout nettoyer. Il doit descendre et tout nettoyer. C'est un vrai carnage, pour dire le moins. Voici Sandy Preer choqué après le meurtre brutal de sa femme. Et maintenant, il a la terrible tâche d'annoncer à leur fille, Lorraine, ce qui est arrivé à sa mère. Elle avait une vingtaine d'années. Elle ne vivait pas chez ses parents au moment du meurtre. Et j'ai vu une voiture de police arriver. Et je me suis dit, c'est étrange, parce qu'il n'y avait jamais de crime. Et puis mon père est sorti, j'ai dit, « Papa, qu'est-ce qui se passe? » Et c'est là que ma vie a changé. Tout cela se passe aussi au ralenti, car lors d'un traumatisme, tout semble se dérouler mot à mot. On ne perçoit pas tout d'un coup. Il m'a dit, « Lorraine, il y a eu un accident. Ta maman n'est plus avec nous. » J'ai perdu la tête, complètement perdue. Je suis allée dans ma chambre et j'ai juste hurlé. Des cris qui viennent du plus profond de ton cœur et de ton ventre. C'était fini pour moi. J'ai eu littéralement la vie parfaite en grandissant. Parfaite. Des parents parfaits, une belle maison, des amis formidables et ma vie s'est effondrée. Et j'ai vu le monde d'une manière différente. La police doit essayer de comprendre cette scène de crime horrible et ce qui semble être un crime aléatoire. Elle aurait pu se préparer pour le travail, entendre un bruit, descendre et trouver l'intrus. Ils examinaient les cambrioleurs qui avaient commis des délits dans la région ou des personnes qui avaient été récemment arrêtées pour cambriolage. Il n'y avait aucune preuve d'effraction. D'accord. Donc c'était quelqu'un qui connaissait la maison, comment y entrer, ou quelqu'un qu'elle aurait laissé entrer. Souvent, dans des crimes comme celui-ci, je veux dire, le mari peut être un suspect. Donc, très rapidement, les détectives se sont concentrés sur Sandy Preer, le mari de Leslie, et je pense que ça a vraiment pris une ampleur particulière. Alors, la police commence une série d'interrogatoires avec Sandy Preer et il le questionne sur chacun de ses faits et gestes. Tout, depuis la nuit précédant le meurtre de Leslie jusqu'au matin où elle a été tuée. Et certains de ces détails semblent effectivement curieux. Était-elle debout à la porte quand tu es parti? Oui. La porte était-elle ouverte? Oui. Vous avez dit qu'elle portait seulement un soutien-gorge et une culotte? C'est exact. Il a effectivement donné des détails qui pourraient confirmer un soupçon s'il existait déjà. Je veux dire, tout d'abord, il est allé fouiller la maison pour elle, ce matin-là, et il ne l'a pas trouvée. Et ensuite, la police est arrivée, et elle n'était pas si bien cachée. Je veux dire, elle était dans la salle de bain. Donc, je pense que c'était un peu étrange pour eux, et c'est compréhensible. Je sais que tu ne veux peut-être pas en parler, d'accord, mais quand on avait discuté, on avait évoqué, tu sais, la consommation d'alcool de ta femme, d'accord? Quelle était ta routine habituelle, tu sais, le soir? Est-ce qu'elle mangeait ou est-ce qu'elle buvait directement ou quoi? Elle prenait toujours un verre de vin presque dès qu'elle rentrait à la maison. Juste un seul? Non. Combien? Est-ce que c'est important pour... Une chose importante pour... Elle en aurait beaucoup. Elle en aurait beaucoup. Et honnêtement, c'est une des raisons pour lesquelles je rentrais souvent tard. Parce que, vraiment... C'était juste que ça devenait un peu difficile à gérer.
Lors de l'interrogatoire, Sandy Preer répond le plus honnêtement possible aux questions de la police. Je veux dire, après tout, il veut que les détectives découvrent qui a tué sa femme. Mais certains de ces détails ne le montrent pas sous son meilleur jour. Et donc, on pouvait le voir repenser à chaque dispute, à chaque fois qu'il avait fait quelque chose qui aurait pu être perçu comme violent. Il a parlé du fait qu'il lui arrivait d'être trop ivre. Certaines disputes qu'ils avaient eues étaient devenues laides, mais aucune n'avait jamais été violente ou même proche de l'être. La chose la plus violente que j'ai jamais faite, c'était de la saisir et de lui dire, tu sais, tu dois te ressaisir. Comme la saisir par les épaules? Ses épaules, tu dois te ressaisir. Mais ça, je l'ai fait, tu sais, une fois, et ça, tu sais, vraiment... Et tu sais, elle a heurté le mur, rien de fracassant ou quoi que ce soit, heurté le mur. Et elle a éclaté en larmes, et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis plutôt maîtrisé au point où je n'allais pas aller là. La police a également interrogé Brett Ridey. C'est le patron de Leslie, qui a rencontré Sandy à la maison le matin du meurtre. À votre connaissance, Leslie vous a-t-elle parlé, ou à d'autres collègues, de problèmes personnels qu'elle avait à la maison ou de difficultés qu'elle rencontrait chez elle? Ce que j'ai entendu, c'est qu'elle buvait beaucoup. Autre chose? Et sa relation avec son mari? Non, elle ne m'a rien dit à ce sujet. Lorsque la police a ensuite parlé à leur fille, Lorraine, ils ont posé des questions encore plus précises sur sa mère, Leslie. Nous avons discuté. Je crois que peut-être Jim a discuté avec toi de la possibilité que Leslie est un petit ami, un amant, un amoureux, peu importe, inconnu de nous ou de toute personne dans la famille. Oui. Nous avons suivi cette piste aussi loin que possible. Oui. Nous avons parlé à des amis, des connaissances remontant à 10 ans en arrière, et personne n'a pu nous donner le moindre indice. Et tu sais, je t'ai tout dit, tout ce que je sais. Je le jure sur ma vie et je ne te cacherai jamais rien. Si mes parents avaient des choses bizarres, tu sais, s'ils avaient une liaison, si mon père m'avait dit quelque chose qui me ferait penser à autre chose, je te le dirais. Pendant une seconde au début, littéralement une seconde, j'ai pensé, je me suis dit, est-ce que mon père aurait vraiment pu faire ça? Quand j'ai compris ce qui était arrivé à Leslie, enfin à ma mère, j'ai dit, c'est impossible, impossible. C'était brutal. Donc Sandy Preer finit par passer un test au détecteur de mensonges et de façon choquante, il échoue. Cela pousse la police à se concentrer encore plus sur lui et à le pousser encore plus fort. Parfois, faire ce qui est juste n'est pas facile. Parfois, il faut vraiment beaucoup de force de caractère pour y aller et faire ce qui est juste, pour prendre sur soi et l'admettre, et ainsi tu peux avancer. Et c'est ce que tu dois vraiment faire. Pour toi et pour Lorraine, surtout pour Lorraine. Tu dois faire ce qu'il faut, mec. Tu dois le faire. Je pense que je le fais. En fait, je sais que je le fais. Et je vais juste te dire une chose. Tu t'es trompé de gars. Je veux dire, c'est remarquable de voir les détectives interroger Sandy. J'ai ressenti ça à un niveau humain. Comme insister auprès de lui sur le fait qu'il avait tué sa femme sans beaucoup de preuves, c'était le cas. Quand le rapport d'autopsie revient, oui, il éclaire un peu plus sur ce qui est arrivé à Leslie, mais pour être clair, cela n'innocente pas son mari Sandy. Le médecin légiste avait conclu à un traumatisme contondant et à une strangulation. Donc, en analysant la zone où la plupart du sang a été retrouvé, il y a une partie dans le montant de la porte, là où le mur ressort et forme un angle, en forme de V, et cela correspondait aux lacérations à l'arrière de la tête de Leslie, qui étaient des entailles en forme de V. Donc, d'après ce que nous pouvons déterminer, la personne était en train de l'étrangler et de lui frapper la tête contre le sol, là où elle aurait heurté ce coin. Elle a aussi été asphyxiée et étranglée. Ils ont brisé le petit os à la base du cou. Donc, ils savaient qu'elle était encore en vie lorsqu'elle a été étranglée. Ce n'était ni un accident, ni une chute,
mais une attaque violente. Cela semblait très personnel. Ça ne ressemblait pas à un acte de violence aléatoire, c'était très personnel. Et qui d'autre aurait un besoin personnel de blesser quelqu'un à ce point, à part un amant ou un mari? Et il y a autre chose dans le rapport du médecin légiste qui pointe vers Sandy Pryor. Le médecin légiste a dit qu'il pense que Leslie est morte tôt le matin. Eh bien, si c'est tôt le matin, c'est soit lui et un ami. Ou alors lui qui engage un ami pendant qu'il est ailleurs. Ou l'un de ces scénarios. Oh, toutes ces idées nous sont passées par la tête, oui, à ce moment-là. Les faits ne mentent pas, Sandy, et c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Tu ne nous as pas dit la vérité. Nous avons des preuves matérielles qui montrent que Leslie était morte avant 7 heures du matin. Des preuves matérielles qui le montrent. Des preuves matérielles qui le prouvent. Et ça ne ment pas. Les gens mentent. Je vous ai tout dit. Exactement comme ça s'est passé. Et je n'ai rien d'autre à dire. Et puis l'analyse de la scène de crime revient du laboratoire. Sur la scène de crime, il y a plusieurs endroits où de l'acide désoxyribonucléique provenant d'une seule source a été trouvé, et il a été identifié comme étant de source masculine. Mais ce n'est pas l'acide désoxyribonucléique de Sandy, c'est celui d'un autre homme. Il y a eu quelques endroits où son sang a été retrouvé, et sous les ongles de Leslie. Tout cela a été analysé et confirmé comme une correspondance avec le même homme inconnu. Maintenant, les enquêteurs se demandent, est-ce que cela pourrait être quelqu'un que Sandy a engagé pour tuer sa femme, ou bien le meurtre de Leslie a-t-il été orchestré par quelqu'un d'autre? Son sang était mélangé au sien dans une zone précise, près du bas des escaliers. Et il savait qu'il était coupé, qu'il était blessé. En 2001, il connaissait sûrement l'acide désoxyribonucléique pour savoir qu'il laissait des échantillons là-bas. Il essayait probablement de nettoyer, c'est mon avis, et il a été interrompu. Mais qui diable pouvait bien être cet homme inconnu, cet homme mystérieux? Avec l'aide de Lauren Pryor et de son père Sandy, la police dresse une liste. Il y avait entre 18 et 24 hommes qui ont été identifiés comme étant des membres de la famille, des amis de leur famille, qui entraient et sortaient régulièrement pour voir si c'était leur sang, leur acide désoxyribonucléique. Sur la scène de crime critique, le meurtrier de Leslie Pryor pourrait-il être une connaissance possédant une clé, conscient qu'il laissait la porte de la cuisine ouverte? C'est alors qu'une nouvelle théorie apparaît. La théorie la plus plausible actuellement est probablement qu'il est venu là pour voler quelque chose. Et puis la mère, Leslie, est descendue probablement à moitié habillée, et l'a vu. Elle a sans doute poussé un cri, et il a complètement perdu le contrôle. Une fois commencé, il ne s'est plus arrêté. La police examine la liste nom par nom, personne par personne. 18 hommes différents. Ils ont tous été exclus comme étant la source. L'affaire reste sans suite près de 10 ans, jusqu'à sa réouverture par les enquêteurs en 2010. Tous les 10 ans, une affaire non résolue est confiée à de nouveaux enquêteurs. Vous ne savez pas ce qui va attirer l'attention d'un enquêteur. Lauren avait mentionné aux enquêteurs en 2010 qu'il y avait un voisin qu'elle connaissait. Et chaque fois qu'elle était avec sa mère et qu'elle le croisait, il était très dragueur avec sa mère. Et il disait à Lauren « Oh, je vois de qui tu tiens ta beauté ». Et cela lui est toujours resté. Il pensait que l'un de ses voisins l'avait fait. C'était un original. Il faisait des choses étranges et je pensais que c'était lui. Ils ont interrogé cet individu. Ils ont prélevé son acide désoxyribonucléique et ce n'était pas une correspondance, donc il a été écarté. Pendant les 7 années suivantes, il ne se passe pas grand-chose dans cette affaire, mais c'est pendant cette période que Lauren subit une autre terrible perte. Son père est décédé en 2017 sans avoir été officiellement innocenté. Je ne peux pas imaginer le poids que cela représenterait pour quelqu'un et comment cela pourrait affecter sa santé. Il est mort le cœur brisé. Il était tout simplement dévasté. Il a vécu pour ma tante Penny et moi pendant très longtemps, puis il en a eu assez. Et il était juste, il en avait fini.
Il n'a jamais été arrêté, ce qui montre que, même s'il était suspect, il n'y avait aucun lien ou élément qui le reliait vraiment au meurtre. En fait, pour être tout à fait franc, l'acide désoxyribonucléique qui a été analysé au début aurait suggéré qu'il n'avait rien à voir avec ça. Et malheureusement, il n'a pas vécu assez longtemps pour se voir innocenté. Rien ne s'est passé pendant plus de 2 décennies. Il savait là qu'il y avait un échantillon d'acide désoxyribonucléique inconnu provenant d'une 3e personne, et c'est à peu près tout ce qu'ils avaient pendant plus de 2 décennies. Et puis, en 2022, Lorraine reçoit un appel de la police du comté de Montgomery. Le téléphone a sonné, sans prévenir. Et c'était Tara. Elle a dit « Bonjour, je m'appelle Tara. Je travaille avec les détectives des affaires non résolues du comté de Montgomery. » Elle a dit « Je travaille sur l'affaire de ta mère. » J'ai presque chuté de ma chaise. Ça fait presque 25 ans. C'est long, très long. Et j'ai dit « Vous êtes ?» C'était quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre. Jamais. Et je n'arrivais pas à y croire. Elle m'a dit « Nous avons une nouvelle chose appelée la généalogie. Nous allons nous pencher là-dessus. » Et j'ai dit « D'accord. » Et puis, environ 1 an plus tard, elle m'a dit que cela prendrait beaucoup de temps, car j'avais environ 25 personnes sur ma liste. J'ai dit « D'accord. J'ai déjà attendu. Je peux patienter 1 an. » Vous travaillez avec énormément de données. Vous pouvez recevoir une liste de correspondances cadeaux qui pourrait contenir des milliers de noms. Les détectives des affaires non résolues du comté de Montgomery, Maryland, analysent de nombreuses données et construisent un arbre généalogique médico-légal. Cela repose sur l'acide désoxyribonucléique masculin inconnu retrouvé sur la scène du crime. La meilleure façon de le décrire, c'est que vous avez l'acide désoxyribonucléique du suspect, vous le soumettez dans cette base de données et vous examinez les membres de sa famille. En construisant l'arbre généalogique des membres présents, vous pouvez remonter le temps. Et s'ils sont à la bonne place dans l'arbre généalogique, alors vous avez un suspect potentiel. Dans ce cas, nous avions quelques correspondances particulièrement élevées. Elles étaient d'origine d'Europe de l'Est. Nous avons dit, travaillons avec ces correspondances élevées et voyons ce qu'on peut faire. Et une fois que nous avons fait cela, en 2 semaines, nous avons trouvé une correspondance qui venait de Roumanie. Une femme âgée en Roumanie construisait un arbre généalogique avec toutes les personnes associées à cette famille, et dans cet arbre, le nom Gligor apparaît. Gligor est apparu et nous l'avions vu dans le dossier. Donc c'était un énorme signal d'alarme. Et puis en sachant que cette famille vivait dans cette région à l'époque, c'était une autre raison pour laquelle c'était comme « D'accord, c'est vraiment une très bonne correspondance. » Je l'ai entendue, elle a crié de l'autre côté de la pièce. Et on avait déjà eu quelques cas possibles avant. Cette fois, quand elle a crié en répondant, j'ai pensé « Ah, ça pourrait être la bonne. » L'étape suivante consiste à récupérer l'acide désoxyribonucléique d'Eugène Gligor. En ce moment, il est à l'étranger, mais il doit revenir bientôt. Alors, ils ont mis en place une petite ruse à l'aéroport avec l'aide des responsables de l'aéroport. Ils étaient là en train de faire un contrôle de documents. Ils revenaient de l'étranger et ils prétendaient vérifier les documents. Ils l'ont juste placé dans une pièce stérile avec des bouteilles d'eau. Ils lui ont fait remplir un formulaire et une fois que c'était fait, une fois le formulaire rempli sur « OK, vous êtes libre de partir ». Mais il est resté assez longtemps pour, vous savez, quand il l'a fait, il a bu à la bouteille. Après avoir discrètement prélevé l'échantillon d'acide désoxyribonucléique, nous l'avons envoyé au laboratoire le jour même et les avons informés. Si vous pouvez accélérer, ce serait super. Ils ont mis tous leurs efforts là-dessus. Et à la fin de la semaine, vendredi, nous avons pu obtenir un rapport de leur part disant que c'était une correspondance. Après presque 25 ans, Eugène Gligor pourrait-il être l'homme qui a échappé à la police pendant si longtemps? Il n'y a vraiment qu'une seule façon de le découvrir. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à bouger. D'accord, il faut trouver et arrêter ce type. Elle m'a appelé quand il se faisait arrêter. Donc, il savait qu'ils avaient tout.
Ce n'était pas juste une intuition. Ils avaient l'acide désoxyribonucléique du sang, de la peau. C'était lui. Mec, ça me coupe vraiment la circulation. On va l'ajuster, on va l'ajuster. Aïe. Attends, elles ne sont pas faites pour le confort, mais on y arrivera. Je comprends. Oui, on va y arriver. On va relâcher. Aucun problème. Rien contre toi. Ouais. Donc tu ne savais rien à propos de ce mandat? Non. Notre patron va tout expliquer à ce sujet. Le téléphone a encore sonné. C'était elle, et elle a dit « Prends juste un verre d'eau, je vais te dire quelque chose. » Bien sûr, c'était « Oh mon Dieu », elle ajoute. « Tu sais, un Eugène Glégor, je veux dire, qu'est-ce que j'aurais pu dire? J'ai perdu la tête, genre... » Je n'arrivais pas à y croire, et elle a dit « C'est lui qui a tué ta mère. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Je n'avais aucune idée que c'était quelqu'un avec qui j'étais sortie. La maison de ses parents était littéralement à 7 minutes à pied de celle de mes parents. On est allés ensemble au bal de promo, il venait souvent chez mes parents. Ma mère cuisinait, il était juste là et moi j'étais chez ses parents. On a rompu à 21 ans, c'était mutuel et pas une mauvaise chose. 3 ans après notre séparation, il l'a tué. C'était horrible. Donc, c'était effrayant. J'avais peur. Le simple fait qu'il ait pu faire ça à quelqu'un qui a pris soin de lui et lui a ouvert sa maison était tout simplement choquant. Mais avec le recul, personne ne soupçonnait un gamin de 21 ans avec qui il jouait au Parcheesi. Il n'y avait aucun soupçon dans cette direction parce que ça n'avait aucun sens. Dès qu'il en était arrêté, j'ai appelé Lorraine juste pour la prévenir et aussi pour obtenir quelques informations sur lui. Avant notre interrogatoire, je lui avais demandé « S'il te plaît, ne diffuse pas cette information. Je t'appellerai une fois terminé. On te tiendra informé, c'est juste pour que tu saches ce qui se passe. » Eugène Glégor est déjà en état d'arrestation lorsque la police l'amène pour l'interroger. Je suis l'inspectrice Augustin et voici Dupuis. Bonjour. Nous venons du comté de Montgomery. D'accord. Je suis sûr que vous vous demandez de quoi il s'agit. J'aimerais vraiment savoir. Ça a été vraiment difficile, quoi qu'il se passe. Nous allons traverser cela avec vous. Au fond, il savait sûrement que ce jour pouvait arriver. C'est un jeu. Il voulait obtenir des informations de notre part. Nous essayons d'obtenir des informations de lui et vous savez, il était évident qu'il voulait savoir quelles preuves nous avions. Quel est votre état physique aujourd'hui? Avez-vous des blessures, cette incision? Vous sentez-vous bien? Je veux dire, je me sens un peu pris au dépourvu et à cause des menottes, il semble y avoir une bosse sur ma main. C'était tellement faux tout ça. Dès qu'il est entré, c'était un... Oh, mon poignet me fait mal à cause des menottes. J'ai des brûlures d'estomac. Il a fait la victime tout du long. En fait, nous travaillons à l'unité des affaires non résolues. Nous enquêtons sur des crimes qui n'ont pas été élucidés depuis un certain temps. Vous vous souvenez, en 2001 de Leslie Prieur? Oui, qu'elle a été assassinée, oui. Oui, d'accord. Donc c'est l'affaire que nous enquêtons. Donc la raison pour laquelle nous voulions vous parler, c'est parce que beaucoup de personnes dont les noms figurent dans le dossier de l'affaire ont été interrogées qu'au fil des années et on leur a demandé de fournir des échantillons d'acide désoxyribonucléique à comparer à l'acide désoxyribonucléique provenant de la scène de crime. Et nous avons réalisé qu'ils ne vous avaient jamais parlé, qu'ils n'avaient rien fait et nous voulions en savoir plus sur vous. Et s'il y avait eu une situation où vous auriez pu être à la maison à ce moment-là? Je suis un peu confus. Pour en savoir plus et me parler, pourquoi ne pas simplement m'appeler et me demander de venir et me parler au lieu d'envoyer des marshals m'arrêter et me ramener? Je suis juste confus quant à la raison pour laquelle c'est le cas. Eh bien, parce que nous avions besoin de vous parler dans un environnement contrôlé. Et parce qu'il y a un peu plus que ce que nous vous avons dit jusqu'à présent. Pourriez-vous me le dire? Eh bien, on y arrive. Et j'essaie de vous donner l'occasion d'être un peu plus franc avant que nous... Je veux dire, je me sens un peu piégé ici comme... Eh bien, vous êtes en état d'arrestation, donc vous devriez vous sentir piégé. Et Glégor est sur le point de découvrir à quel point il est vraiment piégé. Donc, à partir de la scène de crime, l'acide désoxyribonucléique qui a été prélevé, nous avons en fait un échantillon de votre acide désoxyribonucléique et il n'a pas été comparé
à l'acide désoxyribonucléique de la scène de crime et il correspond. Donc nous savons que vous étiez là au moment où Leslie est décédée. Mais je n'ai jamais donné d'échantillon d'acide désoxyribonucléique. Quand nous avons dit « Nous avons votre acide désoxyribonucléique », il correspond à la scène du crime. Nous savons que vous étiez présent lors du meurtre de Leslie. Il a répondu « Vous n'avez pas mon acide désoxyribonucléique ?» J'ai répondu « Si, nous l'avons. » Satisfaisant. Nous avons prélevé un échantillon d'une bouteille d'eau jetée, dont vous avez bu. Donc votre acide désoxyribonucléique correspond à l'acide désoxyribonucléique de la scène de crime. Vous savez, nous savons. Pourquoi mon acide désoxyribonucléique serait là-bas? C'est ce qu'on essaye de comprendre. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu vois. Je veux dire, j'étais dans la maison, mais c'était des années avant, quand je sortais avec elle. C'est exact. Je ne sais pas. J'aimerais pouvoir te le dire. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Tout cela est très déroutant, très étrange. Est-ce que tu vas encore m'en dire plus? Il pleurait en quelque sorte sans vraiment pleurer physiquement. Il n'y a pas de larmes qui coulent de ton visage. Je suis très sec en ce moment. Tu es sec? J'ai la gorge sèche. Je suis déshydraté. Tu peux sûrement voir que mes yeux sont injectés de sang parce que je suis juste fatigué et vidé. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu veux que j'aille boire de l'eau pour pouvoir pleurer, mais c'est quoi ton problème? Non, je ne veux pas que tu pleures, je veux juste pas... Qu'est-ce que tu essaies de dire, hein? J'essaie juste de dire que ça semble un peu forcé. Tu te moques de moi? Tu te fous de moi? Non. Oh mon Dieu, tu dis vraiment n'importe quoi. Vous êtes juste des acteurs. Sa première réaction a été de pleurer. Et puis quand il a réalisé que ça ne marchait pas, parce qu'aucune larme ne coulait de son visage, et que je lui ai dit « Je vois bien qu'il n'y a pas de larmes qui sortent de ton visage, c'est joué, ce n'est pas une vraie émotion. » Et puis il a commencé à se mettre en colère, et c'est là qu'il a commencé à nous insulter et à nous crier dessus. Il est passé par toutes les émotions, et c'était juste une grande comédie. S'il y a une autre explication, c'est pour ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Est-ce que ça aurait pu être, vous savez, un cambriolage interrompu? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose où vous ne vous attendiez pas à ce que quelqu'un soit à la maison? Je n'en ai aucune idée. Je ne me souviens pas. Je ne me rappelle pas. Le plus gros problème que j'avais, c'était que quand on le confrontait à quoi que ce soit, il ne disait jamais « je n'ai pas fait ça ». Il disait « je ne me souviens pas », encore, et j'ai dit « si je ne l'avais pas fait, j'aurais dit « je ne l'ai pas fait », pas « je ne me souviens pas ». Je suis vraiment confus et je suis vraiment perdu et je ne sais pas. Je n'ai aucun souvenir d'avoir été impliqué dans tout ça. Je suis... Vous répétez que vous n'avez aucun souvenir, mais si quelqu'un n'était pas impliqué, il affirmerait simplement « je ne l'ai pas fait ». Oh, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai vraiment pas fait. C'est absolument... Je sais que je ne l'ai pas fait. Je sais que je n'étais pas impliqué. C'est la seule fois où il a dit « je ne l'ai pas fait ». Et je ne comprends tout simplement pas comment on en est arrivé là. J'aimerais vraiment savoir. Et j'aimerais vraiment pouvoir vous dire quelque chose, vous donner des réponses et vous donner plus de retours d'un point de vue honnête, parce que je ne sais tout simplement pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. C'est pour ça qu'on voulait te parler. Je ne sais pas pourquoi ton sang est là non plus. Je ne sais pas. La seule personne qui sait, c'est Leslie, et elle ne peut pas nous le dire. À ce stade, Gligor comprend que la mascarade est finie. D'accord. Tu dis que je dois passer une nuit ici. Oh oui, tu seras ici. D'accord. Tu es prêt? Les premières accusations contre M. Gligor concernaient un meurtre au premier degré, passible de la réclusion à perpétuité. Je pense que nous nous préparions tous à un procès, et à un procès brutal où Lauren et d'autres devaient revivre et voir des images atroces et revivre les souvenirs de ces premiers jours. Mais avant le procès, Gligor fait un geste qui choque tout le monde. Et puis Eugène, qui jusqu'à ce moment-là avait maintenu son innocence, a plaidé coupable pour meurtre au deuxième degré.
Il y a eu beaucoup d'implications de la part de la famille, et je vais vous dire, la famille voulait une résolution. Il voulait que quelqu'un entre dans le tribunal et dise à toute la communauté, « C'est moi qui ai fait ça ». Parce que si vous avez un procès, un jury peut le dire. Mais c'est autre chose qu'une personne se lève et dise publiquement « J'ai pris la vie de cette femme ». Je pense que Lorraine ne voulait vraiment pas assister au procès. Je pense que c'en était assez. Cela faisait 20 ans qu'il y avait une question sans réponse. Cela faisait 20 ans de chagrin et de désir de tourner la page, et je pense qu'il était simplement temps de s'assurer que cela se produise. Il n'y a donc pas de procès, seulement une audience de condamnation où Lorraine Prieur fait enfin face à Eugène Gligor. C'est son ancien petit ami et l'homme qui a tué sa mère. C'est à ce moment-là qu'elle peut enfin exprimer tous ces sentiments qu'elle a gardés en elle pendant près de 25 ans. Voir un fantôme, c'est effrayant. Il est enchaîné. Il assassine brutalement ma mère. Entendre sa voix et penser que je t'ai connu. Je suis sortie avec toi, on est allé au bal de promo ensemble. C'était vraiment, vraiment effrayant. Très troublant. Tu as pris mon ange. Pourquoi aurais-tu tué ma mère? La tuer de sang-froid. Maintenant, dans le Maryland, les caméras ne sont pas autorisées dans la salle d'audience, mais il existe des enregistrements audio. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour aider à visualiser à quoi cette scène aurait pu ressembler. D'une manière ou d'une autre, nous t'avons laissé changer nos vies. Ça, c'est Eugène, et un monstre est arrivé juste devant la porte d'entrée. C'était une personne de confiance et un ami pour nous. Mais la sécurité... Tu nous as tous trompés. Un menteur effrayant et terrifiant nous a regardés droit dans les yeux. Tu es un monstre, un loup déguisé en agneau. Ben était à côté de moi. C'est mon ami et mon avocat. Et je lui ai simplement lu ce que je ressentais vraiment au fond de mon cœur. Ça m'a juste fait du bien de dire ces mots. Oui, ça a du sens. Cette personne étant malveillante, elle ne s'en est sans doute pas souciée, mais cela m'a aidé. Tu as failli t'en sortir. Grâce à Dieu, à la prière, et après près de 25 ans, le monstre de ma mère a enfin été arrêté. Eugène T. Gligor, devine quoi? Ma famille et mes amis sont toujours là. Elle était forte et le lui a montré. Il avait pris beaucoup à elle et sa famille, mais pas tout, et elle était là pour le lui rappeler, qu'elle était toujours présente. Je suis toujours là. Je donne beaucoup de crédit à Lorraine pour la façon dont elle a géré ce moment. Parler au meurtrier de sa mère demande un courage immense. Le faire en face de quelqu'un qu'on a aimé et en qui on avait confiance, c'est encore un tout autre niveau. De nombreux membres de la famille sont présents aujourd'hui, ici dans la salle d'audience et sur Zoom. Et ils sont ici pour honorer la mémoire de Leslie. Ils sont également ici pour enfin voir la justice rendue après 24 ans. Une justice à laquelle ils avaient presque perdu espoir. Sandy Prieur a été condamné à la prison à vie sans sa femme aimante et son meilleur ami. Sandy est mort sous le poids d'une accusation de meurtre. De suspect de meurtre qui planait au-dessus de sa tête. Lorraine Prieur a été condamnée à vivre sans sa mère et sa plus chère amie. Une peine de douleur et de chagrin qu'elle portera toute sa vie. Le fait que le meurtre ait été commis par quelqu'un qui lui était très proche, que sa mère et elle avaient accueilli dans leur famille, qu'elle avait aimé et en qui elle avait eu confiance, a laissé un profond sentiment de trahison et de confusion. Aujourd'hui est un jour de jugement. Un jour de jugement pour cet accusé. Votre honneur, l'État demande 30 ans. C'était la peine maximale pour meurtre au second degré au moment des faits. Nous ne pensons pas qu'il y ait la moindre raison d'accorder une probation. À ce stade, Monsieur Gligor, vous avez le droit absolu de vous adresser au tribunal avant que je ne prononce votre sentence dans cette affaire.
Si vous souhaitez dire quelque chose au tribunal, c'est maintenant l'occasion de le faire. Votre honneur. Votre honneur, oui, je le voudrais. Votre honneur. Je veux exprimer mes plus profonds regrets, ma honte et mes remords pour la tragédie dévastatrice que j'ai causée en ôtant la vie de Leslie Prieure et partager mon désir d'expier la douleur et la souffrance que j'ai infligée à Lorraine, au père de Lorraine, ainsi qu'à la famille et aux amis de Leslie. Entendre sa voix. C'était terrifiant, vraiment. C'était comme si le diable parlait. Chaque fois qu'il prononçait mon nom ou celui de ma mère, j'avais envie de le tuer. C'est comme un cauchemar. C'est un vrai cauchemar. Les mots « tragédie dévastatrice » ne traduisent pas pleinement le crime que j'ai commis, le meurtre. Ou mes pensées et mes émotions autour de cet événement horrible. Je vais donc faire de mon mieux pour m'exprimer. Je suis désolé pour la souffrance causée à tous. Il n'a pas donné de réponse, car je pense que beaucoup de gens veulent connaître son motif. Et il a dit quelques bribes ici et là, mais je pense qu'on ne sait toujours pas vraiment. Je vais demander à M. Gligor de se lever et de faire face au tribunal pour sa punition et sa sentence. Monsieur, ce sera la sentence de ce tribunal que le tribunal vous condamne à 30 ans dans la division des corrections. Je vais suspendre. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je vais suspendre toute la peine sauf 22 ans. Cette peine sera suivie de 5 ans de probation surveillée à votre sortie. 22 ans, ça me va parce que s'il était passé en procès, il y avait une possibilité qu'il soit acquitté, mais ça me va. 22 ans, il aura presque 70 ans. C'est long d'être emprisonné aussi longtemps. Elle était courageuse. Elle voulait que le juge sache et que sa mère la voie là-bas. Elle et son père observent d'en haut et savent qu'elle est venue voir la justice enfin rendue. J'ai dit dans ma lettre, quand je parlais au juge, je crois que mes tout derniers mots étaient « Vous avez failli vous en sortir ». Et c'est vrai, il s'en serait sorti. S'il n'y avait pas eu la généalogie, il s'en serait sorti. C'est beaucoup de travail. Les deux femmes ont mené magnifiquement cette enquête avec la police du comté de Montgomery, accomplissant un travail minutieux et remarquable. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas et cela a pris beaucoup de temps. Mais au final, ce fut un succès et nous en avons été très satisfaits. C'était un miracle, littéralement. J'espère que pour d'autres familles qui sont confrontées à des dossiers de cold case très anciens, cela donnera un peu d'espoir, vraiment. Quelle affaire pleine de rebondissements émotionnels, n'est-ce pas? Elle commence par un meurtre terrible et personnel pour lequel il n'y a aucune explication. Mais à la fin, il y a aussi de l'espoir. Et c'est grâce à 3 femmes extraordinaires, ici. Lorraine Prieure, qui n'a jamais abandonné, et ses détectives des affaires non résolues qui, on peut le dire, ont tout fait pour lui apporter une réponse. La photo de mes parents est dans ma chambre d'amis. Je leur disais, un jour, on résoudra cette affaire. Et maintenant, nous avons obtenu justice.